Bon, là, aujourd'hui, comme il fait à peu près 30 degrés dehors puis que c'est l'été, on a décidé de vous amener une décapotable. Oh, t'as pas enlevé le toit? Pas encore. Mais c'est une décapotable, pareil. C'est une décapotable? Bon. Ouais, trêve de plaisanterie. L'idée aujourd'hui, c'est de parler du véhicule utilitaire, en fait, qui est le plus modifié, toutes catégories confondues, à travers le monde. C'est pas compliqué. C'est le véhicule pour lequel il se vend le plus d'accessoires sur le marché, nord-américain principalement, parce que c'est surtout là. Mais le Jeep, c'est un véhicule sans fin pour les modifications. Si tu veux ton argent, là, c'est sans fin. Et ça va être notre sujet du jour. On va parler, évidemment, des modifications qu'on peut faire sur le véhicule, de sa fiabilité, de sa qualité, du fait que c'est un véhicule... De sa longévité. Sa longévité parce que, aussi, écoute, là, on recule à 1941. Le Willis, c'est parti là. Moi, je te dirais, par contre, que stationne un Willis à côté de ça, non, tu vas quand même voir une timide évolution. La relation amour-haine, les gens, c'est très polarisé sur ce sujet-là. Oui, parce que les gens adorent leur véhicule, mais doivent aller consulter un chiro en contrepartie de temps en temps pour le confort. Moi, ce que je me pose comme question, est-ce qu'un chiro qui possède un Jeep, c'est de l'autoflagellation? Oui, monsieur. Ou c'est de s'assurer d'avoir une clientèle constante. Oui, c'est ça. Bon, moi, je vais les défendre. Je dirais pas que c'est ça. Et puis de plus en plus, surtout depuis la nouvelle génération, c'est un véhicule plus raffiné au niveau du confort, etc. Ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Mais t'achètes pas ça pour le confort de toute façon. Bon, avant de parler de Jeep, on va parler de quelques nouvelles. En fait, il y a une relation avec Chrysler, évidemment, parce qu'on a annoncé cette semaine le décès de Lee Iacocca, qui est un de ceux à qui on doit la compagnie Chrysler si elle survit encore aujourd'hui. C'est pas Fiat, c'est pas rien, c'est lui. Un des grands bonhommes dans l'industrie automobile moderne. Point. Lui a amené la Mustang. Ça a été son premier haut fait d'armes en 1964. Il est arrivé chez Chrysler parce qu'il y a eu une mésentente avec la famille Ford sur l'avenir de la compagnie, puis il a décidé que ça a créé son camp. Il s'est ramassé chez Chrysler. Quand il a vu la Mustang 2, il a fait « Vous n'êtes pas sérieux. » Ça aurait été une raison on est à peu près dans ces périodes-là. On est à peu près dans ces périodes-là. Je pense que c'est 79 qui est arrivé chez Chrysler. Là, il faudrait que je vérifie. Je m'en souviens, j'avais 6 mois. Mais c'est ça. Mais effectivement, puis chez Chrysler, il est arrivé dans une période difficile. Parce que Chrysler est en presque faillite depuis 85 à peu près. Là. Fait que lui est arrivé avec l'idée de l'auto beaucoup. La caravane, c'est son idée. Puis c'est son idée. Là. Quand on dit c'est son idée, lui est allé défendre l'idée du modèle devant les hauts dignitaires, les members of the board, là, les membres du comité chez Chrysler. Puis personne ne disait, voyons, pas bien, toi, ça ne marchera jamais, ça. Mais il a mis son point sur la table. Il a mis son point sur la table. Mais avant ça, il a fallu qu'il vende son idée pour un prêt. Oui. Que personne ne veut y accorder. Il y a eu un prêt. Ils ont sorti l'auto. Ils en ont vendu à pleine porte. C'est aussi lui qui est derrière les fameux K-Cars. Que tout le monde a ri. Mais ils en ont vendu en désespoir des K-Cars. Tout le monde a ri. Mais, encore à ce jour, je considère que c'est une des voitures les plus laides qui a été dessinée dans les 50 dernières années. Cela étant dit, parce que c'est non seulement l'arrière, c'est la Reliant qui est née en 81. Tout ce qui va avec. Mais là, tout ce qui en a découlé par la suite. L'Impérial. Caravelle, le Baron, nomme-les. Une plateforme. Et chose intéressante, c'est ça, tu le dis. Aujourd'hui, toutes les compagnies s'en viennent vers ça. Là. Tu prends Volkswagen, la fameuse plateforme MQB Toyota, qui fait pratiquement de la Tiguan à l'Atlas. De la Golf à l'Atlas en passant vers le Q7. C'est ce qu'Iacocca a fait avec le K-Car. Il y avait une plateforme, un moteur, puis ils ont fait 42 modèles avec ça. C'est pas tout bon, là, mais oui. En fait, il n'y en avait pas qui étaient bons, mais l'idée d'économie d'échelle était excellente. C'est repris aujourd'hui, donc c'était pas une mauvaise idée. Là. Mais si on revient à la Caravane et la Voyager, qui était, évidemment, l'auto beaucoup qu'on l'appelait dans le temps, c'était une innovation parce que c'était un véhicule à roue motrice avant, évidemment. Qui n'était pas très populaire à l'époque. Surtout pour des camions ou des camionnettes. Tu sais. En fait, oui, des Honda Civic, ça débarquait sur le marché, des Rabbit, des trucs comme ça. Puis Ford est en réel. Les camions étaient tous sur des châssis à échelle. C'était tous des châssis de pick-up qu'on mettait d'autres choses dessus. Le plus bel exemple, c'est que quand Ford et GM ont réalisé le succès de la Caravane et de la Voyageur, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti 3 ans plus tard chez Ford une Aerostar en réaction au succès de la Caravane,
mais c'est un véhicule propulsé avec un châssis de Ford Ranger. Exact. Et GM a fait la même chose avec les Astro Safari, qui utilisaient des châssis de S10, S15, qui étaient des véhicules propulsés aussi. Ça s'est vendu, mais ça ne s'est pas vendu comme la Caravane et la Voyageur. C'était pas jamais. un véhicule dédié. Tu sais, on Non. avait modifié pour en faire quelque chose de familial. Mais l'autre, c'était un monocoque, c'était une traction. là, C'était vraiment un véhicule C'était vraiment conçu pour ça. familial. la Par Caravane. contre, une Aérostar, c'était beaucoup plus fiable. C'était dans la catégorie c'est ça que des les vendeurs véhicules disaient. biodégradables. Oui, oui. Effrayant. Ça avait pas de bon sens. C'était pas sécuritaire. Ça a sur été la route. payant pour toi, des Aérostars, ça? Déjà dans le temps. Oui, Hein? déjà dans le temps. D'ailleurs, je regarde ta maison, c'est probablement Ford qui a payé ça. mais c'est incroyable de voir l'évolution de ces produits-là. Ouais. Puis Lee Iacocca a été vraiment le père de ces produits-là. Ah, oui, oui, a oui. remis Chrysler sur la map dans les années 80. Tu sais, lui a vu évoluer la voiture moderne. là. Tu sais, il est arrivé là, à peine dans les, je dirais peut-être une dizaine d'années après la fin de la guerre, où là, les constructeurs ont commencé à remettre de l'argent sur les voitures. Puis là, les gens voulaient plus des... Parce que pendant une couple d'années, on sortait des modèles qui étaient pratiquement les mêmes qu'avant la guerre, parce que là, on n'avait pas encore les moyens, on rafistolait, on changeait un peu. Mais là, les années 50, là, on a vu arriver là, des choses différentes. Puis lui a été là, au début de tout ça, il a vu évoluer ça. Fait que dans le métier, tu sais, il avait 93 ans. Là, fait que, il en a vu, là, de bonhomme. Là. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un bonhomme comme ça qui a été sur le stress toute sa vie. Tu sais, c'est ça. Oh, Faut pas oui. oublier que sa position, là, Oh, oui. lui, c'était du stress quotidien, de la pression. Ben, lui avait des décisions à prendre qui allaient C'est un cas de vie faire mort. gagner de l'argent ou faire perdre de l'argent. là. Puis il a roulé jusqu'à 93 ans. Ah, oui, absolument. Bon, il était un petit peu malade à la fin de sa vie, mais quand même. Fait que chapeau, puis Ouais. bonjour. Un dernier au revoir à M. Iacocca. Absolument. Il en reste un icône encore vivant, qu'on pourrait dire. Oui, en absolument. parlait. Bob Lutz. Bob Lutz. Ouais. Oui. Le dernier qui reste. Qui est à sa retraite maintenant. Là, il va avoir 89 ou 10 là, cette année. Mais avec qui je ne tirerais pas au poignet quand même encore aujourd'hui. Non, c'était Une méchante il était pièce d'homme. solide, lui. Qui est encore méchante capable de pièce d'homme. déclarations assez fracassantes. Oui, mais il n'a jamais la langue dans sa poche. Ça, c'est un autre bonhomme, ça, qui a fait. Ça, c'est le père de la Pontiac Solstice. Pas son Encore. plus grand succès. Non. Mais le père de la Pontiac Solstice, et pourquoi la Solstice est devenue la Solstice qu'on connaît? Parce que lui voulait que cette voiture-là Oui. soit vendue sous la barre des 20 000 $ américains. Voilà. Fait qu'on a dit C'était 19 995 pour la Pontiac Solstice. Exact. Mais on a coupé dans la qualité, puis c'est ça. Oui, puis quand ils ont fait le... Oui, c'est ça. Puis on est arrivé vite avec des modèles un peu plus hauts, là, où on mettait un peu plus de sous. là. Bon, puis autre nouvelle cette semaine, finalement, moi j'ai pu aller conduire la Toyota Supra. Oui, Tout tu as le fait monde- ça pendant que moi, je suis allé conduire la Audi A4. Oui, c'est ça, pour constater qu'il avait changé Ben, le capot qu'il n'y avait et les pas lumières. grand-chose, C'est ça. effectivement. Mais bon, j'avais mais- une invitation avant. Premier arrivé, premier servi. Mais ce que j'ai trouvé drôle, la Supra, bon, évidemment, la voiture, il y a bien des gens qui condamnent le fait qu'il n'y a pas de boîte manuelle, que oui, c'est une BMW avec une carrosserie de Toyota, etc. OK. Retenez seulement une chose, si BMW n'avait pas été là, il n'y en aurait pas de Supra. Bien, je pense que... Il n'y aurait pas de Z4 non plus, d'ailleurs. Il n'y aurait pas de Z4, puis c'est dans des créneaux de voitures sport, on va voir de plus en plus d'associations. Pas le choix. Parce que c'est des véhicules à petit volume. tu n'es pas capable de rentabiliser ça, même sur le long terme. C'est pour ça que, tu regardes la fin des années 90, là, ils ont tous disparu en arrière de l'autre parce que c'était pas rentable. Puis regarde, là, des voitures qui se vendent encore bien. Là. On prend la Cruze, là, qui n'est pas une mauvaise Bonsoir. bagnole, qui se vend encore bien. Là, tu as des comptables qui gèrent les compagnies. Eux autres disent, là, voici le seuil critique. Si tu es en bas du seuil critique, on retire l'auto Pas de la de route. rentabilité. Fait que si tu veux Ouais, être mais capable le de garder calcul ça... de GM, ça a été bien plus simple que ça. On veut capitaliser sur les VUS. Ah oui. On veut garder peut-être une ou deux voitures sur le marché. On a des choix à faire. Aux États-Unis, il se vend un Malibu pour un Cruze. Lequel des deux se vend le plus cher? Le Malibu. Est-ce que le Parfait. Malibu coûte plus cher à faire? Non. Non, on Qu'est-ce garde le que l'autre? Malibu, Bonsoir, on la enlève Cruze. le Cruze. Oui, oui. Puis quand tu regardes ça sur le marché du Québec, ça n'a pas de bon sens. Il se vend 8 Cruze pour une Malibu au Oui. Québec. Sauf que Mais- c'est un marché de volume. C'est ça. Parce que tu n'as pas gros de profit par véhicule quand tu le vends. Puis si ton volume n'est pas assez haut, ben le char est juste plus payant. Donc, quand on C'est s'en va plus dans ça. les sportives, Ouais. OK, à la pièce, c'est des voitures qui se vendent plus cher, mais tu en fabriques tellement peu Ben, c'est ça. que, évidemment, Fait que c'est si tu es difficile. capable de partager tes coûts avec BMW, ben là, tu arrives à rentabiliser ton véhicule sur une période qui est plus courte.
Donc ça, ben, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que sinon, on n'aura pas eu le véhicule. Puis il comprend aussi que c'est pas une plateforme qui est utilisée ailleurs. Non. Tu sais, c'est pas Non, une non. plateforme qu'on emprunte à un autre véhicule, Non, non, c'est une non, plateforme, c'est une plateforme dédiée dédiée. pour ces véhicules-là. Pour les deux, Tu sais, exact. Fait que c'est pour ça que Il y a la des créneaux Supra- qui s'effondrent. Mais aussi. parle-moi-en donc un peu. Ça va comment? Moi, j'ai ça? adoré ça. Le point critique que j'ai à dire, là, c'est que c'est très sombre. T'es très à l'étroit dedans. Moi, ça, c'est l'affaire que j'ai moins aimé. Évidemment, le fait qu'on n'avait pas de manuel. Écoute, moi, je pense que c'est quand même une voiture de puriste, là, puis qu'il n'y ait pas de manuel dans ce segment de voiture-là. Je veux dire, qu'on enlève des manuels dans une série 3, des trucs, je comprends. OK? Pas que ça fait mon affaire personnellement. Mais dans une personnellement, voiture je n'achèterais pas sport- 30 000 série 3. Non. Fait que BMW n'a rien à foutre de mon opinion dans ce sens-là. Mais par contre, pour une voiture de puriste comme ça, je pense qu'une manuel, c'est encore sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que Toyota nous disait que 65 des Toyota 86, des coupés sport, Ouais. Toyota, comme Sont manuels. la FRS ou la Subaru BRZ, là, Ouais. alors 65 sont encore vendus en manuel. Ce qui est quand même beaucoup. Fait que, on s'entend que c'est Il pas parce reste que un le marché est disparu. C'est là. sûr qu'un marché sport, tu as des puristes, Ouais. puis tu as des gens qui aiment ça, avoir une boîte manuelle. Mais, tu sais, la Supra, ça demeure une voiture, une authentique sportive. Tu as la direction d'une BMW, tu as le châssis d'une BMW, tu as le couple du 6 cylindres en ligne Il y a d'une le Laura, BMW. dis non. Tu sais, est-ce que c'est une authentique Supra? Moi, je dis non pour une seule raison, parce qu'une Supra, dans ma tête, ça a toujours été une voiture de grand tourisme. Ouais. C'est-à-dire, une voiture sport, oui, mais une voiture qui était quand même assez lourde et qui avait 4 places. Ouais. Aujourd'hui, T'as c'est deux une voiture places. qui est 2 places, puis une voiture qui est un peu plus petite, qui est plus agile que dans le passé. Qui est plus sport que GT. Ah, absolument. Ouais. Absolument. Alors, en ce sens-là, pour moi, c'est pas une authentique Supra, mais en contrepartie, tu vas chercher quand même l'ADN avec le 6 cylindres en ligne, Ouais. qui est emprunté à BMW, d'accord, mais ça Toyota, reste un 6 mais cylindres en Toyota ligne. fait plus de 6 cylindres en ligne. Puis dans le pont des risques, il est dans les mêmes prix que le Supra dans le temps. Ben écoute, moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'en 98, on était collés chez Toyota avec les Supra. On n'était pas capable de les vendre. Ouais. Je veux dire, même s'il n'y en avait pas beaucoup dans les cours, là, 81 000 la copie en 98, ça ne sortait pas. Aujourd'hui, ces voitures-là, dans un état exceptionnel, valent au-dessus de 100 000. OK? Mais ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes ça, puis 22 ans plus tard, la voiture coûte moins cher. C'est 65 000 piastres, 65 000. OK? 65 000 pour 15 chevaux de plus, pour beaucoup plus de performance de ci, de ça. Mais tu as une voiture qui n'a pas nécessairement... qui ne cible pas exactement la même clientèle. Ouais. Mais on a aussi ramené la Supra parce qu'on veut mettre de l'avant l'image de la marque Toyota qui vend encore des voitures et qui pousse l'automobile, alors que tout le monde s'en va chez tout les le monde s'en VUS. débarrasse, là. Ouais. Puis on a même poussé l'audace, ça t'aurais ri, là. On a poussé l'audace jusqu'à nous, parce qu'on est allé au circuit du Mont-Tremblant avec les voitures, puis on a poussé l'audace jusqu'à nous asseoir dans des Corolla SE et XSE sur la piste au Mont-Tremblant avec des boîtes manuelles. Une Corolla, tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que... T'as fait un véhicule de piste, Mais là? non, mais on s'entend-tu que la piste du circuit Mont-Tremblant, le bitume, n'a pas vu rouler des Corolla là très souvent? Non. Hein? Non. Mais c'était le fun d'aller brasser des Corolla là-dessus. Puis, étonnamment, j'ai pas le choix d'admettre que c'est une petite bagnole bien le fun. La berline Corolla 2020 en manuel que j'ai conduite là-bas, pas grand-chose à envier à la compétition. Ça n'a pas de dynamisme d'un Mazda 3, là. Oui, mais quand même. Il n'y a personne qui achète ça pour ça. là. Ouais. Honnêtement, c'était assez surprenant. Puis évidemment, après ça, on a pris le Supra, puis là, c'était un autre monde. Oui. Pas mal le fun. Là. C'est une vraie belle machine. Mais ce que j'ai retenu de Toyota, c'est que pendant que tout le monde délaisse l'automobile, bien, eux autres, ils capitalisent là-dessus. Puis l'idée n'est pas folle, là. Ben, L'idée, c'est d'aller... Il reste tellement peu de chars que ceux qui vont aimer ça restent d'aller chez Mais non, Toyota. mais imagine-toi, tu es un client de Ford qui a une Focus, tu as une Cruise, etc. Tu veux renouveler ta voiture. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu te veux d'abord chez qui je vais. Puis Toyota est là. Hey, moi, Ouais. venez me voir. J'ai une Corolla, j'en ai des manuels aussi. C'est ça. Fait que, ils vont aller chercher de la clientèle comme ça. Et c'est bien évident. Fait qu'on on a réalisé chez Toyota qu'il y avait peut-être un bon coup à faire là. Puis comme ils ont dit, il suffit que le prix de l'essence monte de 10, 15, 20 cents pour que d'un seul coup, les gens changent leur direction et retournent à des voitures plus conventionnelles. Puis ça, c'est un fait, là. Absolument. Eux autres, ils l'ont vu lorsque le crédit a été appliqué pour les batteries. Les gens, tout de suite, ont réagi. POC. Fait que ça prend pas grand-chose. Hein?
C'est vraiment... Là, ils sont en rupture de stock pour un paquet de modèles parce qu'ils n'ont pas de batterie. Ouais, là, c'est le problème chez Toyota. On nous a dit qu'il y avait plus de 700 commandes de RAV4 hybrides actuellement qu'on n'est pas capable de Qui ne sont pas combler. honorés parce qu'ils n'ont juste pas le modèle. Parce qu'ils ont... Puis le problème, c'est la production des batteries. C'est pas le véhicule comme tel, c'est la production des batteries. Même chose pour la Corolla hybride, même chose pour la Prius Prime. Là, je ne dois pas vous agacer, mais il faut parler de notre vedette. Ah oui. Lui, il n'est pas électrique. Lui. Non. Non. Ils n'en feront pas d'ailleurs, hein? Non. Non. Non, mais c'était à jaser de faire un hybride avec le bloc qu'il y avait dans le Pacifica. Mais finalement, non. Écoute. Cela dit, j'ai roulé... Tu parles pas à la même clientèle. Là. Non. On s'entend-tu? Cela dit, j'ai roulé le 4 cylindres 2 litres turbo. Oui. Surprenamment, ça va bien. Ça va bien, mais je prends le V6. Oui, bien... Oui. On s'entend-tu là-dedans, là? Puis le nouveau Jeep qu'on appelle le JL, pour les initiés, nouvelle génération du Wrangler, oui, c'est beaucoup plus raffiné, etc. Mais les prix ont tellement monté qu'il y a des gens qui ont mis les freins un petit peu. Ouais. C'est cher. C'est très cher. Ouais. En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Jeep? C'est que c'est le produit Chrysler qui garde le plus sa valeur. Oui. La dépréciation d'un Jeep Wrangler... C'est le seul qui ne déprécie pas beaucoup. Parce qu'un Chrysler, habituellement, après 3 ans, il a perdu 50 Oui, mais même, tu regardes un Grand Cherokee, c'est des produits qui gardent leur valeur. Il y a certains produits chez Jeep, les Cherokee, ça garde leur valeur. Quand tu tombes dans le Renegade, dans le Compass, non. Puis quand tu t'en vas dans un Dodge Charger, un 300, oublie ça, puis un Journey... Mais c'est une classe à part, le Wrangler. Mais le Wrangler, c'est vraiment un produit qui garde sa valeur et c'est aussi celui qui offre le meilleur taux de satisfaction à la clientèle. Ouais. On lisait les commentaires des gens qui nous ont envoyé des mots sur la qualité de leur véhicule. Il y en a eu qui ont des problèmes de roulement de roue, des cils au niveau de la transmission de temps en temps. Des problèmes de coulage. Radiateur. Bon, un truc comme ça. Mais essentiellement, tu vends quoi, toi, là-dessus? Bien, on en parlait tantôt, mais ce que je voudrais dire, c'est ceux qui les modifient. Lui, la finition a été faite par PJF 4x4 à Vaudreuil. Ouais. C'est qu'il faut se faire un projet monétaire. Parce que tu peux dépenser 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Tu peux dépenser 50 000. Puis quand tu es parti, là, ben, tu es comme fait un peu. Nous autres, on a mis les gros pneus. Ouais. Mais là, pour embarquer dedans, il a fallu mettre des marchepieds Infab. Fait que tu t'en vas dans quelque chose. Puis là, tu n'as pas un lift kit dessus, toi. Oui, il y a un lift kit. Il y a un lift kit dessus. Oui, un lift kit 2 pouces et demi. Mettons, là, tu es rendu à combien là-dessus? Là? Oh, c'est facilement 25 000 de plus. Puis il y avait un PDSF de 50... Même tu ris de moi dans un de tes commentaires. Autrement dit, on a un Wrangler de 80 000 là, ben ici. écoute, peut-être pas, mais pas loin. Tu sais, si on calcule tout ce qu'on a mis dedans, là, puis des essais-erreurs, le fameux rack qu'on peut dire pour le pneu arrière, quand tu grossis tes pneus, il t'offre de le laisser après la porte, mais la porte, ça va littéralement briser à long terme. Parce que la roue est trop là. Tu mets c'est pas avec ça, la roue est grosse, puis tu n'as plus de vision en arrière, parce que ta roue est rendue aux 3 quarts de Tu n'as pas de caméra de recul, ce modèle-là, fait que le pneu est trop gros. Fait que je suis tout de suite à changer pour une autre qualité. Fait que disons qu'il y a beaucoup de produits là-dedans, mais il y a beaucoup de produits qui sont de moindre qualité, qui sont vendus avec un prix, puis tu peux pas jouer avec ça. Ce qui est par contre étonnant, c'est que moi, j'en ai essayé des Jeeps modifiés. Puis évidemment, quand tu modifies un véhicule sans trop réfléchir, ça impacte sur le comportement. Absolument. OK? Ben oui. L'affaire, c'est que si tu grossis tes pneus, tu grossis le diamètre des roues, tu modifies tes suspensions, ça se peut très bien que tu te retrouves dans le chemin avec une affaire qui danse à gauche, à droite. C'est là que ça prend l'équilibre. Mais évidemment, comme le Jeep Wrangler est un véhicule populaire, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans. Oui. Ouais. Et moi, j'en ai conduit qui allait pratiquement mieux qu'un neuf modifié. Oui. C'est incroyable la stabilité que tu peux aller chercher. Tu as dit tout de suite, tu n'économiseras pas plus d'essence. Au contraire, les gros pneus, tu as plus de résistance, tu vas consommer davantage. Puis tu affectes ton aérodynamisme. Bon, mais je pense que si on peut parler d'aérodynamisme, là, parce que je regarde ça, puis ça a le profil d'un frigidaire. La porte ouverte. C'est ça. Non. Mais il en demeure pour moi que ça peut être assez étonnant, le comportement d'un Jeep, même quand c'est modifié. En passant, si vous avez des questions par rapport au Jeep, on va répondre à quelques questions un peu plus tard, fait que gênez-vous pas de nous en poser. Mais il en demeure pour moi que c'est un véhicule qu'on modifie. Il y a des bébelles pour les fous et les fins. C'est à l'infini, là. Puis les acheteurs de Jeep, on les a vus souvent n'acheter un, n'acheter un deuxième. Moi, j'en ai eu un en 2000 avec un 6 cylindres en ligne, deux portes. Puis tu as toutes sortes d'acheteurs. Tu sais, tu as des acheteurs qui aiment l'aventure, mais qui n'iront pas se promener trop profondément dans le bois. Tu en as d'autres qui font partie de club, qui vont l'acheter d'occasion, puis là, ils vont ils vont le monter de 6 pouces, 1 pied, mettre du 33 pouces dessus. Puis, évidemment, les gars de Jeep, ce qu'ils disent entre eux autres, un Jeep 4 portes, blanc,
Sahara automatique. Souvent, tu regardes le tapis du conducteur, puis il y a un trou dedans parce que le talon aiguille de madame a transpercé le tapis. Tu sais qu'il y a beaucoup de dames qui achètent ça. Mais c'est drôle, moi, j'ai trouvé ça. C'est un peu macho comme commentaire, mais souvent, les Jeep Wrangler 4 portes blancs Unlimited, c'est souvent des femmes qui achètent ça. Moi, c'est pas pour moi, j'ai acheté ça, c'est pour Nathalie. Ben oui. C'est elle qui voulait avoir ça, un Jeep. Moi, j'ai jamais voulu ça. Sauf qu'il est interdit de le prendre. Ça, c'est une autre affaire. C'est bon. C'est-tu le temps d'aller parler un peu des pièces? Techniquement, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un Jeep dans tous les jours, dans son contenu d'origine? On va aller voir. Oui, parce que de 2007 à 2017, c'est le même véhicule. Avec, bon, il y a eu des évolutions mécaniques. Oui, mais la base, ça, c'est la même. Même transmission, pas mal tout le temps pareil, les mêmes choses. Oui, puis sur nos routes, on va en parler. C'est le véhicule de l'air pour nos routes, hein? Je dois dire que, comme Antoine l'a dit, c'est pas un véhicule qui a des problèmes à tout casser. Ouais. Mais ce que je dirais, je me suis aperçu, les gens ont fait des différentiels, des choses de même, changer de transfer case, un entretien. Bien, il faut la faire comme il faut. Tu me parles de différentiel et tout ça. Évidemment, si c'est des véhicules qui sont sollicités en conduite hors route, ben là, t'exploites ta mécanique un peu plus. Ben oui, mais c'est ça. Ça dépend de ce que tu fais avec. C'est ça. Tu sais, tu parlais de ton Jeep blanc 4 portes tantôt. Lui, il ne demande pas beaucoup d'entretien en général. Mais le problème, c'est que les routes sont tellement maganées aujourd'hui que c'est comme si tu faisais du hors-route quand tu roules sur des carrés. T'en fais du hors-route. C'est ça. C'est carrément ça. La faiblesse, je pense, numéro 1, c'est le radiateur. Oui. Puis il y a quelqu'un qui me mentionnait sur mon Facebook un peu plus tôt aujourd'hui, 3 radiateurs en 50 000 km. Il y a clairement un problème à ce niveau-là. Puis si tu changes le radiateur, nous autres, on n'a pas peur de dire, on fait affaire avec Spectra Premium, qui est un fabricant d'origine pour bien les compagnies. Québécois. Québécois en plus. Ben oui. Il faut mettre un radiateur de qualité, pas d'importation. On recommande vraiment... Mais as-tu des meilleurs radiateurs d'après-marché que ceux qui viennent d'origine sur le véhicule? Lui, il y a la norme CAPA. Automatiquement, il répond aux normes d'origine. Puis s'il y a quelque chose à améliorer, Spectra sont capables de le faire. OK. C'est une compagnie professionnelle. Parce que souvent, c'est ça l'affaire. Tu dis, bon, le remplacer, si tu le remplaces par un d'origine qui est déjà pas très bon, tu vas recommencer à avoir le même problème. Ton gars, il nous dit 3 en 50 000. Fait que de toute évidence, ça ne marchera pas. C'est parce qu'à 3 en 50 000 km, c'est pas parce que tu n'as pas remplacé ton liquide de refroidissement. Là. Non, tu as un problème avec le radiateur. Puis lui, il n'a pas dit s'il faisait du auto ou pas, mais normalement, je pense que les gens rendus à peu près entre 80 et 100 000 km, ça y passe. Il y a peut-être des supports. Peut-être les supports de radiateur, il faudrait vérifier les caoutchoucs qui supportent, parce que souvent, c'est un problème. OK. La panne de transmission automatique. OK. Le carter d'huile. Oui, c'est ça. Soit qu'elle est perforée par la rouille ou bien non, qu'elle est accrochée. C'est un item qu'on a en inventaire. Ça, tu peux-tu accrocher ça en route? Ben oui, sûr que ça cote, mais parce que tu as de la protection d'habitude. Mais si tu ne l'as pas. Ah oui, c'est ça, parce que... Il y a les différentiels. Oui, parce que, mettons que tu prends ça comme ça, là. D'après moi, ça se défonce assez facilement. Une roche, puis ça, là, c'est la roche qui gagne. Ensuite, thermostat, on vend ça souvent avec tout simplement la partie complète, avec ce qu'on appelle le water outlet housing. L'actuateur pour les trappes de ventilation à l'intérieur. Ah, qu'on vend. Ouais. Chauffe-froid, là, pour... OK. Puis... Combien, ça me dit de la main? C'est à peu près 50 $. OK. Prends-y en 4, au cas. L'autre, ça, on vend ça souvent pour le 3.6 pour le filtre à l'huile. Souvent, trop serré, il craque, les gens ne respectent pas la norme pour c'est trop raide? Trop raide, fait que ça. faut pas serrer trop fort. Parce que ça, t'as une pression, Puis ça craque. Ah, OK. On s'entend-tu, tu parles du 3.6, de loin le meilleur moteur que tu peux avoir dans un Wrangler. Là. Oui. Parce que même aujourd'hui, ils t'offrent des 4 cylindres turbo. C'est possible qu'ils viennent avec un diesel aussi éventuellement. On l'attend, mais il n'est pas arrivé. Bon. Moi, je me casse pas la tête, c'est sûr, c'est un 3.6. Puis, tu sais, si vous avez un budget limité, que vous regardez un véhicule d'occasion, vous hésitez entre un 2009, 10, 11, 12, la première chose à regarder, optez pour un 2011-2012 avec un 3.6. Avec le 3.6, parce qu'il n'était pas là avant. Il est arrivé, c'est un 3.8 qu'il y avait avant. Oui. Non, le vieux 3.8. Non. Parce qu'on parle même pas. C'est le vieux 3.8 qu'il y avait dans les caravanes. Non. Les coils d'émission aussi, on en vend, même pour ce modèle-là. Ensuite, les capteurs de fil pour les freins ABS, c'est de quoi qui se vend. On en vend sur tous les véhicules, mais lui, c'est sûr, si tu vas dans leur route... Bien, c'est ça. C'est plus vulnérable. Ici, il est comme fragile. Ça ne doit pas y prendre grand-chose pour qu'il brise. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas trop cher. C'est incroyable. Ça se vend à 30-40$. Des véhicules, là, c'est 300$. Les capteurs de fil de frein ABS, je ne sais pas, sur les produits Chrysler, ils les donnent comparativement aux autres modèles en général. Pour vrai? Oui, écoute... OK. Puis...
techniquement, là, je vois pas bien la différence entre un à 30$ puis à 350$. Mais j'ai essayé d'administrer, de checker la longueur, mais il y en a qui font de l'argent avec ça, je suis à peu près sûr. Là. Mais écoute, moi, je me souviens, Volkswagen, là, on recule, là. Je me souviens, Volkswagen, dans les années 90, des fils à bougie pour un Golf, un Jetta, c'était comme 300$ un jeu de 5 fils à bougie. Puis pour un Honda, ça coûtait 30, 40$. Oui, avec les capuches spéciales. Je veux dire, pourquoi tu me justifies? Ça n'avait pas de bon... Il n'y a rien qui justifiait que ce soit 10 fois le prix d'un autre. Bon. Mais c'est peut-être un peu la même chose ici. Puis c'est sûr, quand on change, on essaye de mettre des pièces toujours de qualité. Parce qu'un Jeep, il faut que ça soit entretenu comme il faut. Tu sais, des pièces, des gros noms, des noms de multinationales. Tu es sûr que tu as de la recherche. Mais ça, es-tu comme dans d'autres choses? Tu as des qualités là-dedans? Absolument. OK. Absolument. Là, on a essayé de montrer des trucs comme Blue Streak. C'est des compagnies qui font souvent, ils s'approvisionnent de l'OIM, des marchés d'OIM, ils font de l'OIM. On essaie d'avoir des grosses Puis tu parles de qualité de pièces, tu n'en as pas amené ici aujourd'hui, mais s'il y a un truc sur lequel je pense qu'il ne faut pas lésiner avec un Jeep Wrangler, considérant ce qu'un Jeep est et sa vocation, les freins. Absolument. Parce que ce véhicule-là, à la base, ça freine pas très bien. Non, ça ralentit. C'est ça. Ça freine pas très bien. Et si on sollicite la machine le moindrement, et particulièrement si on grossit les pneus, les roues, une upgrade en bon français de frein, ça vaut la peine. Et il y a assurément des pièces de meilleure qualité qu'on peut mettre là-dessus parce que d'origine, c'est ordinaire. C'est des freins céramiques. Puis c'est sûr, comme tu dis, avec les gros pneus. Mais de toute façon... Puis, excuse-moi, je te coupe, là, mais t'as pas amené d'ampoule, t'as pas amené de phare. Parce que ça, c'est des lampes à huile qu'il y a là-dessus. Là. Écoute, l'anecdote qu'on avait dit quand on l'avait acheté neuf, c'est Nathalie qui sort du concessionnaire, elle ne suit pas. Elle est arrêtée. Elle dit, les lumières ne marchent pas. Non, c'est que ça n'éclaire pas. Ils sortent l'option mouche à feu. Ouais. Ça venait avec ça. Mouche à feu, oui. Oh, mais il y avait une option sur les Wrangler de génération les lumières Lucien. En 2016-17 où tu avais un meilleur éclairage, mais à la base, les phares de ça, c'est effrayant. Il y a des hameçons pour voir. Le problème qu'on a, c'est que souvent, on s'approvisionne... Parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas les phares de jour. Non. Puis quand on pose un kit là-dessus, un ensemble, à moins de payer dans les 1 000 passés, tu perds ton option des phares de jour. Il faut que tu mettes la lumière allumée comme aux bases. Ah oui. Fait que c'est un petit peu un problème, mais pour voir clair, il faut faire un compromis. OK. Fait que pour le Jeep, écoute, c'est pas compliqué. Autrement dit, tu me dis que là, tu mets des phares de meilleure qualité, mais qui ne passent plus l'inspection. Bien, écoute, tu allumes sur les... C'est ça. Techniquement, oui, mais tu les allumes tout le temps. Fait que tu les laisses allumer. Tu me laisses une mode automatique, merci, bonsoir. C'est ça, bonjour. OK. Bon, parfait. Puis, parlant de Jeep, on parlait de l'état des routes tantôt, là. Puis là, on réalise, c'est toi, André, qui nous disait ça tantôt, là, qu'il y a beaucoup de gens qui délaissent des autos pour acheter des camions, mais ça, on le savait déjà. Mais il y en a plusieurs au Québec, c'est l'état des routes. J'ai du monde que je connais personnellement, là. Puis c'est très sérieux, là. On a... Tous les magasins de pièces d'auto, cette année, on a une année record. Tout simplement, c'est un 2 bits de démolition sur nos routes. Des commerces de pièces d'auto, là, les ateliers, des augmentations facilement de 15 à 30 dans notre domaine cette année. C'est commun. Ah ouais. Puis, on va en voir tantôt. Je pense qu'un véhicule va vieillir beaucoup plus vite ici à cause de l'état de nos routes. Je veux dire, j'aimerais ça qu'on en discute. Le véhicule, au bout de 5 ans, c'est-tu comme s'il reste 7 ans? Ou 8 ans? Écoute, tout est endommagé. Mais là, c'est exponentiel par rapport à il y a seulement quelques années, où, oui, on disait que les routes du Québec étaient en piteux état, mais là, c'est pire que pire. Moi, je te dirais que ça cause des accidents, premièrement. Ça, on le sait. Les évitements de taux, la nature fait que ça cogne. Puis ça abîme, là. Écoute, bon, évidemment, on connaît les classiques, jantes, pneus, suspension. Mais là... La contradiction, c'est que les constructeurs automobiles, plus le temps avance... Tu sais, la roue standard, il y a une quinzaine d'années, c'était du 14-15 pouces. Là, en bas de 17 pouces, t'as plus rien. Ben non, là, tu achètes une voiture de base, une Corolla, une Civic, tu es en 16. Puis aujourd'hui, ils sortent des camions, c'est même pas rare de voir du 20, 21, 22. Et là, tu me parlais de 23 pouces? Mercedes-Benz GLS, j'étais là il y a 2 semaines, le 580, là, qui est le modèle V8, en option, tu as du 23 pouces. Bon, mais qui fasse la 116 avec l'échangeur de l'autre 30, il ne sera pas l'autre bord. En tout cas, c'est juste à descendre Christophe Colomb. Un aller-retour, c'est réglé. Ah oui. Christophe Colomb, Notre-Dame, tu peux toutes les nommer. On peut t'en nommer quelques-unes. Boulevard Gouin, qui est rendu une horreur. Non, mais écoute, assez que je suis descendu au centre-ville la semaine passée. Saint-Denis, il l'avait refait l'année passée, là? Oui. Elle est fermée.
Parce qu'ils en refont encore. Oui, ils en refont. Bien là, ils ont passé l'aqueduc. Là, il y a des places à Montréal, ils refont l'aqueduc. Mais le problème qu'on a, en dehors de tout ça, puis moi, je parlais de ça avec quelqu'un du ministère des Transports du Québec, il disait que... Ah, il y a du monde qui travaille là? Oui, il y en a qui travaillent là. Puis malheureusement, eux, il y a des gens pleins de bonne volonté là-dedans, mais ils dépendent des budgets du gouvernement. Fait qu'ils font avec ce qu'ils ont entre les mains, mais ils disent que souvent, les recouvrements ici, au niveau des surfaces asphaltées, c'est autour de 2 pouces. Donc, quand tu recouvres, mettons, une autoroute en ciment ou que tu recommences des travaux sur une autoroute qui est déjà abîmée, tu recouvres de 2 pouces. Ontario, on n'est pas loin, là. Le voisin. États-Unis, voisin, 5 à 6 pouces. Pour le même travail. C'est une base de pâte à modeler, je pense qu'on a. Non, mais c'est que la qualité de l'asphalte n'est pas la même. Parce que la qualité de l'asphalte, c'est de résister au changement de température. Une très bonne asphalte va résister de moins 45 à plus 45. L'asphalte qu'on a ici, nous autres, va à moins 25, moins 30 dans certains coins, puis à peu près plus 30, plus 35. Mais des journées comme aujourd'hui où il fait 30, l'asphalte n'est pas à 30, l'asphalte est à 50, 55. Ça absorbe toute la chaleur. Tu mets ton œuf dessus et cuit. Ah, bien, garanti. Puis, ce qui arrive, c'est que tu détériores l'asphalte. Fait que le passage continu des véhicules, puis s'il y a des coins un peu plus chauds, l'asphalte commence littéralement à ramollir. Puis c'est là que tes trous apparaissent. Là, ça gèle l'hiver. Pouf, ton trou gèle, ça fait quoi? Ça fait un nid de poule. Moi, je vous c'est un énorme sujet. Que d'ici 6 mois, il y a des nids de poules sur le pont Champlain. Écoute, ils ont recommencé le pont de la 30 à Beauharnois, à côté de la centrale électrique. C'est neuf. Ils sont en train de refaire le pavé. Je suis pas sûr que ça fait 5 ans là, que ça a été fini, ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça ne résiste pas. Fait que le problème, c'est que là, on fait de l'embouteillage profond, là, partout. Puis 3-4 ans après que c'est fini, ils sont encore à la même place en train de recommencer. On a enlevé les rails de chemin de fer pour faire des pistes cyclables. Puis le transport routier, bien, il est... Oui, puis là, l'autre problème, c'est qu'en ce moment, 2/3 de tout le pétrole qui est transporté, c'est train. Parce que là, on n'a toujours pas de système d'oléoduc. Et là, il se passe quoi? Bien, les trains, ils prennent à peu près plus rien, à part le pétrole, parce que c'est payant. Fait que qu'est-ce qui arrive? Tu as 100 fois plus de camions sur la route parce qu'il faut quand même que la marchandise soit transportée par quelqu'un, puis les trains n'ont plus de place. Fait que là, bien, l'oléoduc va peut-être régler un problème. Va-tu avoir moins de camions sur la route? Peut-être, mais pour le moment, là, le pétrole mobilise les compagnies de transport ferroviaire. Et comme le pétrole, c'est pas exactement terminé. Ben non. On dira ce qu'on voudra. Là. On s'entend dessus. On en a encore pour plusieurs années. Là. Donc, constatation, nos routes sont démolies. Oui. Et ironiquement, tu as des voitures qui ont des pneus à profil de plus en plus bas sur nos routes. À proscrire. Alors, tu sais, il faut être logique quand on s'achète un véhicule neuf. Fait qu'André, t'as le bon véhicule, finalement. Oui, puis encore, je trouve que tes profils sont bons un peu. Moi, je serais allé juste un peu plus agressif. Tu sais, je pense à ma cousine qui avait un BMW X3 jusqu'à il n'y a pas longtemps, avec des pneus run flat, roulement à plat. Oui. Elle en a fendu 3, elle demeure à l'île des Sœurs, elle en a fendu 3. OK? Quand elle a magasiné son nouveau véhicule récemment, qu'est-ce qu'elle avait en tête, tu penses? Elle ne regardait pas les gadgets à l'intérieur. Est-ce que mes pneus vont résister? Est-ce que j'ai un pneu de secours? Parce que la BMW n'en avait pas. Alors, il était hors de question qu'il y ait une nouvelle avec une BMW, pas de pneu de secours, parce que, bon, un enfant dans le véhicule, tu as une trousse de gonflage temporaire. Tu fais, mais s'il est fendu... Ben non, mais trousse de gonflage, c'est bon pour un trou. Mais s'il est fendu, on va faire ça. Alors, tu sais, c'est ça. Là, j'ai dit, va te chercher un véhicule qui a un peu plus de flanc. Puis souvent, le secret, on en parlait tantôt, c'est de choisir un modèle qui n'est pas le haut de gamme. Parce que le haut de gamme te donne toujours les plus belles roues avec le flanc de pneu qui est super bon. Tu prends un 17 pouces avec un profil plus haut. J'ai un pick-up sur 22 pouces. Ça ne devrait jamais être sur 22 pouces. Ben non. Le maximum, 20 pouces. Puis encore. Moi, j'ai eu des pick-up à partir des anciennes années du 15 pouces. J'ai eu beaucoup de 16 pouces. Ça a été longtemps des 16 pouces. Mais là, on n'arrête pas. On veut des belles roues. Mais ça ne correspond pas à l'éthique. Bien, c'est parce que ça ne correspond pas à nos routes. Non. Si tu es en Californie que tu as des belles routes. Moi, l'autre fois, j'étais allé dans un magasin. Là, comment ça s'appelait? Pièce d'auto super. Tu aurais dû voir le mur avec les beaux Macs de 20-22 pouces qu'il y avait là. Il y en avait du choix de l'inventaire. Il faut croire qu'il y a du monde qui en achète. Mais quand tu demandes le choix, par exemple, c'est sûr qu'on force à diminuer. Moi, c'est sûr que je jette un pick-up haut de gamme qui est sur le 22. Tu ne le verras pas sur le 22. Non, les Denali, là, puis les Cadillac Escalade sur le 22 pouces. Puis ils perdent en qualité. Puis de toute façon, le comportement routier du véhicule n'est pas intéressant.
Moi, quand je vois des gars qui ont pris des Infiniti FX de 35, par exemple, qui ont grimpé ça sur le 22 pouces, je fais juste imaginer à quel point le véhicule doit mal aller. Bien, c'est déjà un véhicule qui avait c'est un exemple parmi... Oui, absolument. Mais là, de temps avance, on va aller dans parce qu'il nous reste à l'appui. Il nous reste 10 minutes. Allez. Bon, là, on est où, André, là? Voici un répertoire de quelques pièces qui peuvent être solidement démolies si vous conduisez dans nos nids de poules. C'est ça. Juste un départ pour montrer comment ces véhicules vont déprécier. Puis qu'est-ce qui va arriver à long terme? C'est sûr, on parle des amortisseurs. Ça, c'est simple à voir. Mais pourquoi qu'un amortisseur s'écope? Surtout en avant, tu as ce qu'on appelle un bearing, un roulement. Quand tu tournes tes roues, là, ça tourne. Regarde, quand tu pognes un trou, là, ça frappe là-dedans. Fait que, en plus, cette année, vu que ça frappe tellement fort, les amortisseurs arrière, dans le modèle conventionnel, l'amortisseur passe à travers la plaque. Et Seigneur. La plaque arrache. Ça, c'est plus ou moins des accidents, mais c'est pas classé dans les accidents, mais c'est des accidents. C'est un accident, carrément. Puis je veux dire, souvent, ça requiert... On a déjà vu des cas où le puits de suspension lui-même a été bossé ou carrément défoncé, comme tu dis. Oui, parce que mettons, Dorman fait des ensembles pour remplacer comme le plateau, parce que ça brise. Fait que tout ce qui est amortisseur, c'est destruction totale. Un alignement tous les ans, c'est sûr, absolument, parce que vous avez des surprises. Fait que tu sais, aujourd'hui, là, André, là, Volvo a développé le système de détection de piétons, de petits animaux. Système de détection de nids de poules, ça existe. Mais qui l'offre? Parce que moi, je la veux, cette option-là. Non, mais... Peux-tu mettre ça sur la grosse brune, tu penses? Non, je n'ai pas besoin, parce que la grosse brune, j'ai des flancs, et pas de même. Des flancs blancs, en plus, blancs. Là, ça, on le savait, c'était facile. J'ai parlé à Frank Tonon de Spectra Premium, qui est un grand fabricant de pièces d'origine, les réservoirs d'essence. Ça, là, c'est quelque chose, quand tu vas frapper. Ça, c'est tout à l'intérieur. Puis en plus, ça endommage toutes ces pièces-là à l'intérieur parce qu'écoute, veut pas, le gaz, quand il se promène à l'intérieur, ça, là, c'est tous des capteurs, les FLVD pour les émanations. C'est là-dedans, ça se fait brasser. Assez qu'il me disait, si vous voulez préserver votre réservoir d'essence, il faut que tu atteignes que le gaz soit au moins à moitié et plus. Tout le temps. Parce que veut pas, ça frappe. Fait qu'à toute fois, tu comprends un bon trou, bien, tout ça, là, c'est ébranlé là, dans le système. Ça va jusqu'au ce qu'on appelle le canister qui récupère les émanations. Fait que quand ça va faire défaut, on commence à vendre des tanks parce que c'est plus rien qu'une affaire à métal que tu mets de l'essence. Non. Faut plus qu'il y ait aucune émanation. Donc, parce que ça, à long terme, bien, les tanks à gaz, on commence à en vendre, mais c'est plus 200, 1000, 1500 et 2000. Le truc simple, c'est de garder de l'essence dans le réservoir. Autant que possible. Mais les trous... Ça ne sauve pas tout, là. Tu sais, c'est un peu... Moi, je fais la blague. Tu sais, si je t'écrase de gros orteils une fois, c'est pas pire. Mais à tous les jours, je l'écrase de plus en plus fort, on va finir par saigner. Bien, toi, c'est encore pas pire. Benoît, c'est plus tard. Fait que ça pour dire combien ça va endommager le tank à gaz, bien, c'est dur de le dire. J'ai appelé Maurice de Côté Automotive. Les crémaillères sont débordées. Ça, c'est incroyable. Ça, vous ne fournissez pas. Là. Ça, écoute, tu sais, cette année... Puis c'est pas un morceau à 500, ça donne une Non, écoute, il y en a des électriques. Tu parles de 1500, 2000. Puis les embouts de biellettes, intérieurs, quand ça arrive, les embouts de biellettes. c'est toujours brisé. Les systèmes d'échappement, c'est le bris total. Ils ont beau les avoir fait en stainless. Tous les supports qui tiennent l'échappement, faudrait que ça soit inspecté. Parce qu'à toute fois que tu prends un trou, ça pèse entre 50 et 100 livres, un système d'échappement. Fait qu'à toutes les fois... Il absorbe. Fait que là, quand ça cogne trop dur. supports... C'est parce qu'une fois que les supports sont finis, c'est le système d'échappement lui-même qui mange le coup. Puis il va jusqu'au moteur. Fait que lui, là, il écope, les flexibles brisent. Écoute, ça n'est un récupérateur pour l'essence. Écoute, ça, on parle... Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait aucune émanation d'essence. Il faut que tout reste dans le véhicule. Puis c'est de l'essence qui peut revenir dans le réservoir. Fait que ça, là, t'en as de 300 jusqu'à 1000 $ encore. Pourquoi tu penses que je vais prendre en grosse brune? N'est pas de ça, moi, là-dessus. Là, on parle pas... Puis là, on n'a pas parlé d'électronique, là, parce qu'il y a de l'électronique qui est reliée à tout ça. Puis les supports de moteur. Écoute, des supports de moteur qui sont rendus électroniques. Ça, des supports, là, c'est plus 25 $, 100, 200, 300 $. Mais quand tu prends un trou, il vient décoper. Tu as plusieurs supports. Puis tu n'as pas nommé les roulements de roues? Non, ça aussi, ça mange des coups. Ça, les roulements de roues, écoute. Ça, là, au magasin, là, c'est... c'est pesant, ça. On peut même on peut même pas compter le volume qu'on vend de roulements de roues. Puis le pire, c'est que je t'en vends un et je vais te revoir bientôt.
Ah, c'est ça. C'est ça. Le problème, c'est pas la qualité de la pièce, là. Non. On s'entend. On a Mevotech qui fait des roulements renforcés, qui font du re-engineering à l'envers pour les faiblesses d'origine, mais c'est plus ça. C'est que tout s'ensuit de ce temps-là. Sauf qu'encore une fois, si tu veux, entre parenthèses, ménager ton roulement de roue, réduis la taille de tes roues. Le pneu, c'est ta première suspension. Ah oui. On ne parlera pas. Écoute, c'est la... Le pneu, c'est bien plus que ça. C'est ton contact avec la route. Oui, puis tu n'as pas grand. OK? C'est gros comme ça. Fait qu'il faut que tu comprennes que ça te prend un pneu de qualité, ça te prend un pneu qui est adéquat pour ton véhicule, ça te prend un pneu qui est adéquat pour la chaussée sur laquelle tu circules, c'est-à-dire une chaussée démolie bien dure. Oui. Puis les gens de l'industrie, puis les vendeurs, tous ceux qui sont dans l'autobus sont unanimes. Les pneus, là... Puis tant et aussi longtemps que les routes vont avoir l'état qu'ils ont en ce moment... Ils vont rester pour plusieurs années comme ça. Fait que pour vous autres, c'est une bonne affaire. Mais c'est pas agréable parce que les gens reviennent sous garantie. Les gens sont frustrés, là. Mais les gens sont frustrés, c'est sûr. Puis c'est quoi? Les freins, qu'est-ce que tu fais quand tu vois un trou? Oui, tu freines. Ben oui. Fait que là, c'est la destruction totale. Je vais te dire, cette année, les gars, nous autres, oui, on peut être contents, mais on ne l'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de retours de défectuosité. Puis c'est pas des défectuosités, c'est des bris à cause de l'état des routes. Bon, on va chercher des Bigfoot. Hein? C'est ça. Bon, il nous reste quelques minutes. Des questions? Est-ce qu'on a des questions, M. Joubert? Bien, moi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question tantôt, c'est-à-dire, juste avant que j'entre en onde, tu me parleras du nouveau Jeep Gladiator. Parce que cette personne-là ne comprenait pas pourquoi on a un Jeep Gladiator qui est capable de remorquer 7600 livres, alors que le Wrangler a de la misère à remorquer la moitié. C'est pas le même châssis. Alors, comprenez que le Jeep Gladiator... Parce que les gens pensent que c'est un Wrangler avec une cabine, avec une boîte. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Parce qu'on a complètement retravaillé le châssis sur la camionnette pour qu'elle soit capable de remorquer davantage. Exact. L'empattement est un peu plus long. La transmission a été retravaillée aussi, dans le but de changer. C'est-à-dire qu'il y a des refroidisseurs d'huile à transmission plus intenses, etc. Mais tu regardes la structure du véhicule, ça paraît que ça a été retravaillé. Puis c'est pour ça qu'on a une capacité de remorquage qui dépasse même celle du Chevrolet Colorado dans sa version la plus performante. Et ça, je vais avoir la chance d'expérimenter ça dans quelques semaines parce que je vais mettre la grosse brune sur une plateforme et je vais remorquer avec le Gladiator. Je vais remorquer avec le Gladiator. J'ai calculé que la remorque avec la grosse brune dessus pèserait 7450 livres. Grosso modo, tu vas être à la limite. Là, je vais vous dire si c'est capable de le faire. Au foie, là, tu ne pourras pas, tu t'excelles. Dis-moi les pas. Mais est-ce que tu penses que ça va se vendre, le Gladiator, sérieusement? Oui, absolument. Non seulement ça va se vendre, mais ça va garder une valeur sur le marché qui va être hallucinante. Puis j'ai hâte de voir si on va oser. On n'a pas annoncé le diesel là-dedans. Là. Non. On n'a pas annoncé. Mais il est supposé être là, puis lui, il va traîner 11 000 livres. Mais ça, écoute. Ça, c'est quelque chose. Sauf que là, ils ont annoncé que le EcoDiesel dans le RAM 2020 revenait avec 480 livres-pieds de couple, soit 20 livres-pieds de couple de plus que GM et Ford. Bien sûr. Pour être un peu plus compétitif. C'est drôle, hein, pareil. Ils ont joué dans la porte. Ben oui. Ça, tu joues avec le ECU, là, puis... Je me permets quand même de rappeler quelque chose, c'est que c'est RAM qui a ramené le diesel dans ses pick-up pour la première fois. Oui, absolument. Et encore une fois, tu vois GM et Ford en réaction au succès de RAM. Bon, l'histoire ne dit pas que RAM a eu des sérieux problèmes de fiabilité avec son moteur éco-diesel. Oui, on va espérer que c'est réglé. C'est ça, on va voir. Mais malgré tout, il a quand même été très populaire. Il a quand même été très populaire, puis il va l'être encore lors de son retour. Absolument. Oui, c'est ça. D'autres questions? Là, j'ai de la misère à lire. Détection de vote pour le Québec, etc. Oui, il me scroll ça. Comment tu me dis ça? Je suis pas capable de... Bon, il aurait sûrement parlé sur la table. OK. Excusez, on regarde là, pendant qu'on vous parle. Le toit. Oui, le fameux toit du Jeep Wrangler, est-ce qu'on l'a amélioré? Ben écoute, ça n'a aucune commune mesure avec l'ancien Jeep. Non. Vous n'avez pas idée à quel point la capote est plus facile à utiliser, quoique quand même plus complexe. Non, écoutez, ça prend une certaine habitude. Il faut le faire quelques fois. Mais ça n'a rien à voir avec l'ancienne génération où tu avais besoin vraiment d'un schéma puis des instructions. Des bons doigts. Et des bons doigts, des doigts de fée, là. C'est pas ça, là. Pour régler le problème le plus simplement du monde, ce qu'on a fait, c'est que là, il y a une version à toit rigide avec un toit électrique rétractable. Comme un Fiat.
Ouais, comme un. Ouais. Mais dis pas ça parce que ça rassure pas les gens. Non, mais c'est le principe. C'est le principe. Les côtés restent là. Plus gros, c'est le même principe, effectivement. Ah ouais, c'est ça. Mais évidemment, ceux qui ont le toit souple, bien là, c'est pas mal plus facile à enlever. C'est plus des fermetures éclairs, c'est des glissières. Voilà. C'est beaucoup plus simple, c'est plus étanche, c'est mieux insonorisé aussi que dans le passé. C'est vrai. Puis j'avais même fait il y a quelques années un concours, moi ça me rappelle ça. Je trouvais tellement que c'était mal fait, la capote d'un Wrangler, je parle des JK, là, donc 2007 à 2017, que j'avais fait un concours entre 2 gars de Jeep. Les gars, vous allez me démonter votre toit et le remonter en un temps record. Et il y a quand même quelqu'un qui avait fait l'exercice de le défaire et de le refaire au complet en 7 minutes 35. Ça, c'est un spécialiste, là. Écoute, on s'entend-tu? Oui, parce que moi, au bout d'une demi-heure, j'avais à peine fini, là. Il y en a beaucoup d'une demi-heure. Ça, j'avais trouvé ça exceptionnel. Bon, le Jeep Wrangler, est-ce qu'on va avoir une compétition avec le Jeep Wrangler? Bien, la seule qu'on peut voir, c'est le futur Ford Bronco. Mais encore une fois... Oui, puis dépendant comment est-ce qu'ils vont le faire. Parce que là, on étire chez Ford, hein? Ça fait longtemps qu'on nous l'annonce. Ça fait longtemps. Moi, j'ai le feeling que... Ford ont mis une coupe de projets sur la glace. Là. Ils ont fait le ménage, ils ont tiré de l'argent, ils se préparent pour l'avenir. Parce que là, toutes les compagnies en ce moment, toutes les compagnies, il n'y a aucune exception à la règle, se préparent au virage vert. On se dit que dans l'industrie automobile, dans les prochaines 5 années, il va se dépenser 250 milliards de dollars pour arriver à des normes plus vertes. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui ont dit, OK, ce projet-là, puis là, c'est ça qu'on regarde. Les compagnies disent, ça se vend-tu, ça se vend-tu, ça... OK. Où ça a-tu de l'avenir? Ouais, exactement. Là, on est en rationalisation partout. Fait qu'il y a beaucoup de programmes. Vaux, c'est pareil. Le Vaux nous a promis un paquet d'affaires. On attend encore après. Mais il va y avoir éventuellement, là, on va revenir à des normes. Puis il faut dire que l'année en ce moment, l'année en cours, l'année 2019, au niveau des ventes automobiles, on est en baisse partout. Oui. L'industrie automobile... Et je me permets de dire que c'est une bonne nouvelle. Bien, en contrepartie... On était rendu là, parce que là, on a eu des années records par-dessus années records. Mais avec bien des faux chiffres aussi. Quand je parle de faux chiffres, c'est que un concessionnaire vendait 2 puis 3 véhicules à un même client dedans de 3 ans parce qu'il renouvelait. Pour booster, excusez le mauvais terme, mais pour améliorer les chiffres de vente, tu as beaucoup de compagnies qui vendent l'auto au concessionnaire. Là, est considéré comme vendu, mais dans le code du concessionnaire, là, elle n'est pas vendu. Ou les concessionnaires, en bon français, les pin, comme s'il avait été vendu. Alors, officiellement, il arrive d'un chiffre de vente, là, mais toi puis moi, on a vu des invendus en Ontario qui remplissaient des cours. Là, on en a vu une puis deux. Là, ça, c'est toutes des autos sur papier sont vendus. Ils ne sont pas vendus, là, sont empilés quelque part. Il y a des stationnements, des fois, vous regardez ça. Ah, tiens, un lot de Volkswagen. Tiens, un lot de Caravan. Tu te rappelles les Chrysler et Dodge qu'on avait vus dans le bout de Windsor? Là, ça remplissait. Écoute, il devait en avoir 5000. C'était effrayant. On voyait pas la fin. C'était tout neuf, là. C'était tout neuf, ça. Oui, le cimetière de Durango au milieu des années 2000, je me souviens encore de ça, c'était incroyable. Quelqu'un qui me demande, un Sorento, est-ce que c'est capable de tirer 5000 livres? On dit que la capacité de remorquage est à 5000 livres, mais lui, il me demande, sa porte dure, est-ce que je vais être content avec ça? C'est pas le premier choix que je choisis. Non. Bon. Il parle d'un 2016 ici, puis il dit que le Gladiator... Ah non, c'est ça. Il dit, le Gladiator me tente beaucoup, mais sa porte dure. Est-ce que je vais être déçu de la tenue de route? Est-ce que ça tire autant que mon Sorento? C'est tellement pas le même comportement. Mais non. C'est sûr que s'il est habitué à un Sorento, il va trouver Gladiator que ça porte dur. Là. Ça, c'est garanti. Mais pour la capacité de remorquage, c'est 2 mondes. C'est 2 mondes. C'est 2 mondes. Parce que le Sorento à 5000 livres, je m'excuse, mais il est écrasé, il est essoufflé, il fait une crise à la limite, c'est ça. Là. Si vous allez vous savez des vacances en Charlevoix avec 5000 livres, Sorento, vous allez vous ennuyer. Le système économotrice, on ne parle pas de la même chose non plus. Non. C'était un autre véhicule. Mais le Sorento, je veux dire... Bon, c'est un véhicule avec un châssis monocoque, là, plus c'est drôle de dire plus traditionnel, alors que c'est le Jeep Gladiator qui est plus traditionnel. Exact. Mais c'est la norme aujourd'hui, le monocoque. C'est la norme. Puis moi, ce qui m'a déçu du Sorento, c'est justement qu'il s'affaisse beaucoup quand on charge en arrière. Puis il faut toujours considérer aussi que, bon, tu dis, OK, j'ai une roulotte de 3450 livres. Mais tu mets du poids dans ta roulotte, puis tu mets du poids dans ton véhicule, puis des fois, tu mets un canot sur le toit, puis tu mets ça. Si tu rajoutes tout ce que tu mets, t'es pas loin de 5000. Ça, les gens ne le considèrent pas. Puis c'est pas juste la capacité du moteur à forcer d'une côte, c'est la capacité du châssis à suivre, c'est la capacité des freins à immobiliser. Dans cette catégorie-là, que je te l'ai essayé il n'y a pas longtemps, le Ford Explorer.
qui est surprenant. Là, qui est surprenant. S'il veut changer pour quelque chose de semblable, mais qui va faire le travail, le nouvel Explorer, ça sera un bon choix. Gladiator, c'est sûr que le confort ne sera pas celui d'un Sorento, mais pour les capacités, ça on est complètement ailleurs. Là, ça va faire le travail. C'est deux outils complètement différents. Écoute, je pense qu'on a fait le tour et de toute façon, c'est la fin. Hein? Oui. On va prendre, nous autres, une pause de quelques semaines parce que nos vacances... T'as des vacances? Ouais, j'ai des vacances. On a tous des vacances. T'as des vacances, on les prend pas toutes en même temps. Fait que 28 août, on s'est fixé le 28 août pour notre prochain rendez-vous. Ça va être notre prochaine date, puis ça va être la journée du retour à l'école. Et on va jaser de voitures d'étudiants. Oui. Ça va être un sujet le fun. Parce que, bien sûr, il y a des étudiants qui se cherchent une voiture. Alors, c'est quoi la philosophie? Qu'est-ce qui est bon? On devrait mettre quoi? Fait que là, on va choisir chacun une voiture. Personnel. On s'en parle pas. On va arriver avec notre choix ou... Ça va-tu être une minoune à 1500$ que tu entretiens avec des pièces? Est-ce que ça va être une voiture neuve, pas chère en location? Est-ce qu'on va aller dans le milieu de tout ça? Ou est-ce que ça va être le gros VUS que papa nous donne pas cher pour arriver à l'école avec une... Mais toi, j'aurais peur. Ça va-tu être la grosse brune antiquité ou l'ultra-moderne? J'aurais de la misère à te saisir un petit peu. On va voir ça. Ça va être quelque chose. Déjà été capable de me saisir, André? Moi, j'ai déjà mon idée. J'ai déjà mon idée. On se met dessus un barème de prix qu'on joue à temps à temps? On joue-tu, mettons, entre le relatif d'un étudiant, le montant? Moi, j'aimerais ça te dire oui. Le seul problème, c'est que je constate dans les cours des cégeps aujourd'hui qu'il y a des étudiants qui sont déjà plus riches que moi. À 17 ans. Fait que c'est quoi un étudiant aujourd'hui, en 2019, quand le jeune arrive avec un Audi S4? Tu sais, tu as des questions autant que moi, là, il y a toutes sortes de budgets. Il y a des parents qui veulent que les enfants soient sécuritaires, qui ne veulent pas acheter d'occasion, qui vont acheter du neuf. J'ai une madame qui m'a appelé qui a acheté une X2 à sa fille de 18 ans là, pour aller au cégep. Là. Il y a quand même du budget. Du monde, mais... On prend-tu à 10 000 et moins? Par mois? Moi, je vais amener des suggestions différentes, mais moi, je vais aller dans le pas cher. Je vais aller dans l'abordable. La réalité d'un jeune étudiant, comme nous autres, on a été, pas trop d'argent. Les parents sont prêts à en mettre un petit peu, mais qui veulent conscientiser le jeune qui va en mettre lui-même. Mais le mot de la fin, ça sera celui-ci. La meilleure minoune à 500$ qu'on peut s'acheter encore aujourd'hui, ça reste une Tercel. Une Tercel, ça brise pas, c'est indestructible. Ça fait 20 ans qu'ils n'en ont pas fabriqué, il y en a encore plein dans le chemin. Le seul problème, c'est que des pneus 13 pouces, ils commencent à être rares. Ils commencent à être rares. Hein? Oui. Mais ça reste toujours un bon choix. On a encore des pièces en magasin pour ça. C'est incroyable. Ben, j'espère, il y en a encore plein dans le chemin. On les aime. Là, tu vas commander une palette de pneus 13 pouces, tu n'as pas le choix. Non, OK, parfait. Moi, je vais te dire comment ça marche. C'est-tu l'heure d'y aller? C'est l'heure d'y aller. Hey, merci beaucoup. Merci tout le monde. Bon été, puis on se revoit 28 août. 28 août. Salut.